Bonjour à ceux qui n'étaient pas là avant. Dernier atelier de la journée. On a beaucoup entendu sur la notion de BIM, la notion de compétences, la notion de formation des équipes qui sont en place, effectivement pour pouvoir monter en charge dans les différentes entreprises. C'est ici. Il est 16h30, on y va. Donc, l'idée, c'est effectivement de parler de formation parce que dans les équipes en place, pour pouvoir passer au BIM, c'est important d'être formé. Mais pour intégrer les jeunes, il y a aussi la formation initiale. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un trio qui va pouvoir nous parler de la partie formation. Formation initiale, formation initiale, continue, professionnelle. Bon, on a un mouton à 5 pattes. Et formation professionnelle courte. Cédric Zouvanowski, donc sur la partie formation initiale, vous avez du recul parce que vous avez vu un peu la réforme, et il doit être ouvert. Vous avez vu la réforme du bac STI 2D et vous avez vu un peu comment a été intégré le BIM dans la formation initiale. Qu'en est-il aujourd'hui et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour faire un très très rapide historique, en fait, depuis plus de 15 ans dans le domaine de la mécanique, les élèves et les professeurs travaillent avec des modeleurs 3D, dérivés de SolidWorks, enfin peu importe. Et ces modeleurs, 15 ans plus tard, sont utilisés même aujourd'hui en technologie en collège par des élèves qui ont 11, 12, 13, 14, 15 ans. Et donc c'est assez surprenant de voir comment ça s'est démocratisé et ça fonctionne. Il y a 4 ans, on a mis en chantier la rénovation des bacs technologiques. Donc vous avez les bacs généraux qui sont plutôt destinés à former des gens qui vont faire des poursuites d'études supérieures. Mais là, je viens plutôt pour défendre les formations de type lycée professionnel, donc les bacs professionnels, les BEP et aussi les BTS. Donc pour, on va dire, la formation des techniciens et techniciens supérieurs. Il se trouve qu'il y a 4 ans, on a rénové les bacs technologiques. Et on s'est dit, il y a 4 ans, qu'est-ce qu'il existe, ou sachant qu'on rénove pour à peu près une dizaine d'années les diplômes, qu'est-ce qui va nous arriver dans les 10 ans qui viennent? Et le BIM commençait à arriver, et on avait l'expérience justement de la maquette numérique dans le domaine de la mécanique, et on s'est dit, si ces outils sont sur le point d'être utilisables, on va les mettre dans les rénovations. Donc aujourd'hui, vous avez des élèves de 16 ou 17 ans qui préparent des bacs, et qui présentent des projets qu'ils ont menés de manière collaborative sur des logiciels BIM. Alors concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par exemple, des jeunes filles de 16 ans qui sont même en première S, qui vont faire des modélisations sur Allplan ou sur ArchiWizard d'un petit pavillon pour répondre à un cahier des charges qui leur a été donné dans le cadre d'une épreuve d'examen pour le bac. Et pendant 3, 4, 5 mois, ils vont travailler en équipe et puis faire des études d'agencement, des études de structure, prendre en compte des contraintes d'éclairage, donc faire des simulations sur des logiciels métiers type ArchiWizard, Dialux. Et donc c'est assez impressionnant de voir avec quelle facilité un grand nombre de ces élèves arrivent à prendre en main ces outils-là. Et donc on va dire, tout le challenge pour l'éducation nationale, c'est de les utiliser dans le bon sens du terme, pour amener de l'esprit critique, pour amener de la compréhension de tout ce qui se cache derrière. Passer des heures à tracer des cotes, à tracer des traits, c'est des heures pendant lesquelles on a du mal à faire passer de l'intelligence. Quand on modifie un paramètre dans un simulateur et qu'on voit tout de suite si, on va dire, le cahier des charges est respecté ou pas après le passage à la moulinette, l'esprit critique se construit de manière plus intéressante. Donc, on a mis en place dans la rénovation des programmes des bacs technologiques il y a 4 ans une préconisation très très forte qui fait qu'aujourd'hui, une grande majorité de ces élèves-là passent sur des projets en maquette numérique BIM. Et cet hiver, on a organisé 3 journées de séminaires nationales pour des professeurs de toute la France qui ont été introduites par Bertrand Delcambre, donc c'était au mois de décembre. Et les 2 dernières journées étaient destinées justement à la formation et aux examens. L'objectif étant de faire évoluer nos examens aussi pour qu'on aille jusqu'à valoriser ces nouvelles compétences. Donc pour faire très simple, attendez-vous dans les mois ou dans les années qui vont venir de manière très très rapide à avoir des jeunes stagiaires, soit en formation de bac professionnel ou en formation de BTS, qui vous demandent où est la maquette numérique de votre chantier. Alors si vous pouvez leur dire oui, elle est là, je vais vous la montrer. Bon, ça peut être intéressant, mais il est même possible qu'ils vous disent si vous en avez pas, je vais vous sortir mon ordinateur portable et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon projet d'examen.
Et nous, on a rencontré Bertrand Delcambre pour lui présenter aussi le plan de formation des enseignants, parce que pour former des élèves, il faut déjà former les enseignants. Et il a été très très intéressé par ce côté aussi accueil des stagiaires, puisque vous avez aussi des apprentis qui sont là sur des périodes qui peuvent être assez longues dans les entreprises. Et donc la formation initiale peut aussi être couplée, je pense, on en parlera tout à l'heure un peu plus, avec la formation continue, puisque ces jeunes sont en train de développer des nouvelles compétences. Alors sur la formation continue, justement là on est sur la partie jeune, mais sur les professionnels, Olivier Selnick, alors tu as 2 casquettes, hein. Au moins 2. Au moins 2. Sur la partie master, hein, BIM de ParisTech, c'est le premier master. Qui est-ce qu'il forme? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, on est sur l'autre côté, on est sur la partie plus professionnelle. Effectivement, tout à fait à l'autre bout de la chaîne. Et ça me fait très envie ce que tu dis sur les jeunes de 16 ans qui savent faire de la maquette numérique. Là où le master spécialisé BIM de l'école des ponts ParisTech et ESTP et d'autres partenaires a été mis en place depuis septembre dernier, d'une certaine façon pour répondre aux carences de l'enseignement initial jusqu'à présent, amener, c'était le premier objectif, architectes et ingénieurs à travailler ensemble, et par extension les autres acteurs de l'acte de construction, à travers la maquette numérique, afin de déployer un processus BIM. Ça c'est l'objectif qui va évoluer au fil des ans, au fur et à mesure qu'on va recevoir des candidats qui sont pour la cible principale des professionnels en exercice, donc qui ont commencé à exercer avant qu'on parle de toutes ces technologies et méthodes, mais aussi dans certains cas des jeunes diplômés d'écoles d'architecture, d'ingénieurs ou d'autres, dont on peut dire que la moitié d'entre eux n'ont à peine entendu parler du BIM ou de maquette numérique dans leurs études. On sent que ça bouge presque de mois en mois. Les écoles d'architecture que je connais bien sont une petite moitié peut-être à donner un enseignement conséquent. L'autre moitié a commencé à se dire qu'il faudrait faire quelque chose. Parce que c'est optionnel. Parce que c'est optionnel, parce qu'ils pensent que ce ne sont que des outils, et que des outils qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de cours, et donc de bonnes heures de cours utilisées pour apprendre aux jeunes à remplir des rotrings, et que certains n'ont pas fait la différence entre un rotring et un outil de maquette numérique qui, à leurs yeux, ne sont que des outils au service d'un projet, avec un grand P, et encore moins de parler de gestion de projet, qui est l'essence du BIM. D'accord. Et dans le master, du coup, comment ça se passe? C'est sur combien de temps? Est-ce que c'est une profession, plusieurs professions? Voilà. Comment tout ça fonctionne? Ce master a été mis en place à l'initiative des fédérations professionnelles, notamment de Mediaconstruct. Il s'adresse à tous les acteurs et aujourd'hui, il regroupe dans cette première session qui se termine bientôt, et à plus forte raison un prochain, un éventail encore plus vaste, des gens qui sont architectes, qui sont ingénieurs, qui sont économistes. Je salue Florian Pouilly qui est en face de nous, qui est le premier économiste de France à suivre ce master spécialisé, qui vient d'un cabinet, il est en exercice, et comme les autres, il est là en considérant qu'aujourd'hui, le développement de nos professions doit s'appuyer sur le BIM et sur la maquette numérique. Nous avons des gens qui sont issus de bureaux de contrôle, qui sont maîtres d'ouvrage. L'objectif, c'est de réunir tous les acteurs à travailler ensemble sur l'outil et que l'outil soit au service du projet à travers le processus de gestion de projet. Donc c'est vrai pour les candidats, c'est vrai pour les enseignants qui sont eux aussi issus à la fois du monde de la formation, issus d'écoles d'architecture ou d'ingénieurs par exemple, et issus du monde professionnel venant partager leurs expériences avec les candidats. Et en étant convaincus que les uns et les autres ont des choses à apprendre, chacun de ceux qui sont en face. Donc c'est toute cette notion collaborative qu'on retrouve. Exactement. Et qui est sur 13 mois, c'est ça? Alors, le master spécialisé, c'est une formation diplômante qui joue sur 400 heures de formation. Donc sur en fait 10 mois pleins, 10 semaines, une semaine par mois de septembre à juillet, avec des cours théoriques et des ateliers pratiques, et un volet important de formation à distance qui complète le dispositif. C'est aussi un des éléments qui permet à la fois d'augmenter la portée de cette formation en donnant une partie des enseignements à distance, à travers une plateforme qui a été créée pour l'occasion, qui est également au service des partenaires. C'est-à-dire que les médias qui sont assemblés pour ce master seront utilisés, ou du moins utilisables, par nos partenaires, écoles d'architecture, écoles d'ingénieurs, CSTB et d'autres, pour leurs propres actions de formation. Donc il y a aussi cette volonté de se servir de cette opération à la fois un peu pilote et exemplaire pour irriguer d'autres formations et fournir des briques qui pourront être utilisées par d'autres à très grande échelle. Alors ça, c'est quand on peut s'investir. Florent Pouilly pourra nous en parler, mais parce que c'est une double vie, on va dire. C'est du travail, on leur dit, oui. Mais ça, c'est effectivement 13 mois.
Pour un professionnel qui veut monter un peu en compétences mais qui n'a pas ce temps-là, il existe des formations courtes, plus courtes, notamment une formation qui est faite pour l'Intech. Anna, je te laisse un peu nous en parler puisque tu es formatrice dans ce cadre. Rebonjour à tous. Donc oui, l'Intech, c'est une des premières professions, on va dire, qu'ils ont mis en place des formations BIM très rapidement. Donc il y a la formation Introduction à la maquette numérique que j'ai eu le plaisir d'animer début 2015. Et il y a aussi la formation niveau 2 qui a commencé en avril avec les premières sessions à Paris et des sessions par exemple à Toulouse en fin d'année que je vais avoir aussi le plaisir d'animer bientôt. Donc c'est des formations qui ont de très bons résultats et ça fait... En fait, on se rend compte que les professionnels veulent vraiment s'investir sur le BIM. On a de plus en plus de demandes. Je travaille aussi au compte d'Escale Eureka aussi, où on a organisé des formations pour la maîtrise d'œuvre avec le centre de formation des architectes d'Aquitaine. Et c'est des formations qui se remplissent de plus en plus. Les gens, on voit qu'ils ont un réel intérêt sur ça. Et tant mieux, parce que ça se voit que ça bouge, ça se voit qu'il y a la volonté des personnes d'aller vers le BIM. Et il y a plusieurs d'autres organismes, d'autres clusters qui proposent des formations courtes sur le BIM. Donc c'est toujours dans l'intérêt d'accompagner les acteurs, si bien en maîtrise d'œuvre, entreprises et artisans, pourquoi pas, dans un niveau un peu plus, on va dire, léger, avec des outils plus gratuits, des visualisateurs qui permettent déjà de mettre un peu un pied sur le BIM. Qu'est-ce qu'on apprend effectivement, on va dire en niveau 1 et en niveau 2 ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation et quels sont les retours un peu des stagiaires que tu as ? Et on aura aussi, Olivier, quels sont un peu les retours des élèves que tu as dans le master et sur la partie initiale aussi. Alors pour l'Intech, la formation Introduction à la maquette numérique, donc il y a les fondamentaux du BIM le matin, donc une partie de théorie, le BIM dans le monde. Vraiment les fondamentaux, les définitions. Et l'après-midi, c'est vraiment un peu de la pratique avec des visualisateurs justement tels que FBIM créé par le CSTD, où on fait manipuler aux stagiaires les maquettes numériques. Prise de contact. Voilà, c'est une prise de contact dans une journée, donc c'est déjà très bien. Et au niveau 2, on va voir stratégie BIM en entreprise ou pratique BIM pour un technicien pour l'économiste de la construction. Logiciel ou plutôt organisation et échange et règles du jeu entre acteurs ? C'est les deux. Ça va de soi, en fait. On ne peut pas juste parler des outils, parce que les outils sont là pour nous aider, mais c'est vraiment, tout d'abord, parler de comment on s'organise entre tous. C'est vraiment la base. Quels sont les retours des personnes que tu as formées ? Est-ce qu'il y a des demandes particulières ? Comment est-ce que tu as senti un peu ce... Alors, j'ai eu que des retours très positifs, un peu de déception aussi, parce qu'ils se disent, bon, moi je veux voir comment ça marche des outils spécifiques pour l'économiste de la construction. C'est souvent ça la remarque qu'on me fait à la fin de la formation, mais on n'a pas vu tel outil, on n'a pas vu l'autre outil, qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes en tant qu'économiste, quelles sont les procédures à faire, donc c'est un peu une déception à la fin. Mais c'est vrai que le niveau 1, c'est vraiment une introduction à la maquette numérique. Donc, c'est les fondamentaux plus la visualisation. Et c'est le niveau 2 qui va permettre d'aller un peu plus loin. Olivier, sur la partie retour des élèves, stagiaires, je ne sais pas comment tu les appelles. On dit mastériens, des fois d'autres choses, ou étudiants, puisqu'on est dans une école, mais ils sont comme nous des professionnels, tout aussi aguerris, pas moins que les formateurs. Déjà sur le profil, j'évoquais tout à l'heure, un tiers sont architectes, 50% sont ingénieurs, et puis les quelques autres qu'on citait. Sur leurs attentes, peut-être avant de leur parler des retours, à moins que tu ne souhaites qu'on en parle après, mais les attentes qu'ils exprimaient en début de cycle, il faudra qu'on reboucle pour voir comment ça a évolué. Seule une petite dizaine de pourcents disaient qu'ils étaient là pour devenir BIM manager. On en parlera sans doute de ce terme qu'on tend de plus en plus à évacuer parce qu'il est déjà trop connoté et on y met n'importe quoi, n'importe comment. Donc seulement 10% étaient là pour occuper à terme un emploi réellement 100% lié à cette activité-là. 40% d'entre eux sont là avant tout pour exercer leur profession actuelle, architecte, ingénieur, économiste, convaincus que ça se fera désormais à travers les outils de maquette numérique et par le processus BIM qui unifie les acteurs. Donc en disant, moi je suis un architecte ou ingénieur, je le reste, mais pour l'être demain, c'est de cette façon-là qu'il faut travailler. Et 40% également sont dans cette optique d'être avant tout des professionnels identifiés jusqu'à aujourd'hui, mais qui sentent qu'il y a des intérêts et des opportunités de développer des activités accessoires et complémentaires à travers le BIM,
Je pense notamment à un architecte d'une agence de Rouen, Paterne, qui est là en disant on fait de la maquette numérique avec Archicad depuis 10 ou 15 ans, on travaille à plusieurs au sein de l'agence sur la même maquette, tout va bien. On n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter réellement d'échanges avec d'autres partenaires parce que ça ne s'est pas présenté. On veut pouvoir le faire et initier le mouvement. D'où ce besoin de travailler avec les autres. Et puis on sent aussi qu'on peut avoir des opportunités de proposer à nos maîtres d'ouvrage des missions d'assistance et pas seulement de maîtrise d'œuvre, de travailler avec certains de nos confrères pour les aider à venir au BIM, un peu de la même façon que certains architectes s'étaient lancés sur le HQE et le développement durable il y a 10 ou 15 ans en interne, et puis qu'a émergé une demande qui a créé des marchés supplémentaires. Donc on sent une assez grande disparité d'attente et d'attention, convaincu en tout cas qu'avec ces outils et également avec un diplôme qui pourra amener à faire la différence, il y a aussi cet aspect-là, dans tous les cas de figure, de formation diplômante, qui fera la différence entre celui qui s'est réellement investi dans des processus et dans du temps, et celui qui peut seulement témoigner que dans son agence de 10 ou 30 personnes, ils ont acheté une licence d'un logiciel il y a 3 semaines, et qui croient que grâce à ça, ils peuvent prétendre faire du BIM. Je pense qu'effectivement, il serait important de reparler de cette notion de diplôme, de certification, parce qu'on ne peut pas tous avoir des diplômes, donc certification de compétences, effectivement, par rapport à la notion de capacité professionnelle, au-delà de la capacité de moyens, notamment dans des appels d'offres. Enfin, je pense que ça va arriver très très vite. On voit de plus en plus d'appels d'offres, tout le monde en voit qui, là aussi, parfois bien tournés, parfois moins bien tournés, demandent du BIM management, de la maquette 3D, des IFC, un peu tout et le reste. J'ai surtout en tête un appel d'offres public qui demandait le format spécifique d'un logiciel du marché qu'on ne citera pas. Ne t'en fais pas. Non, Chose qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui, et qui demandait que dans le fichier de ce logiciel spécifique, il y ait également du PDF, du DWG et des tas d'autres choses. Donc ça a été manifestement fait par des gens qui n'ont rien compris au film. Donc ça, on est soucieux de ça. Un jeune architecte me demandait en début d'année si il serait en mesure de répondre à des appels à candidature s'il ne suivait pas notre formation ou peut-être d'autres. C'est à quoi je lui ai répondu, bien sûr, tu pourras répondre. Ça sera peut-être un peu moins facile de montrer tes compétences si tu n'as pas suivi l'une ou l'autre des formations identifiées qui témoignent réellement qu'il y a du savoir-faire et pas seulement donc un peu de bricolage plus ou moins réussi sur des outils. Cédric, sur cette notion, on parlait éventuellement des attentes des élèves. Sur la partie initiale, comment est-ce que toi, tu as ressenti les choses avec cette mise en place du bac XTID et puis maintenant jusqu'à la licence pro? L'accueil des jeunes, ça se passe comment? Disons que sur l'attente des élèves, ce qui est intéressant avec le BIM, c'est qu'on rentre de fait en mode projet. Et quand vous savez que vous allez passer 35 heures par semaine dans votre salle de classe en tant qu'élève ou étudiant, se dire que sur les 35 heures, je vais en faire 12 ou 16 en mode projet, c'est quand même assez intéressant plutôt que se dire je vais faire 16 heures de conférence pour faire de la thermique, etc., comme on a pu peut-être le vivre il y a des dizaines d'années pour certains. Donc, je ne suis pas sûr que les élèves avaient vraiment d'attente formalisée. Par contre, dès qu'on leur présente, ça fonctionne immédiatement. Dans certains établissements, vous avez des clubs photographiques qui existent depuis 20 ans ou 30 ans. Le midi, les élèves faisaient de la photographie, puis après ils sont passés au numérique, etc. Dans certains établissements, aujourd'hui, vous avez des clubs création numérique et BIM. Donc vous avez des profs qui ouvrent les salles de cours, les élèves sont en train de modéliser leur lycée le midi, ils font tourner des simulations, etc. Ils font des projets de réaménagement du foyer des élèves. Quand le conseil régional ou le conseil départemental général vient voir, ils ont des projets à montrer en BIM, en 3D, avec des simulations d'éclairage, etc. Et c'est eux qui l'ont fait. Donc il y a vraiment un engouement. Et derrière, ça amène vraiment de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils se posent vraiment des questions sur les choix, voilà, sur les besoins. On a eu une question ce matin d'une personne qui disait si le fait de tout numériser fait qu'il y ait cette numérisation, est-ce qu'on aura encore ce recul sur l'information et finalement, est-ce qu'on aura toujours cette intelligence sur l'intelligence informatique ? Je discutais il n'y a pas longtemps avec un responsable de chez Aegis qui me disait qu'il avait eu peur du passage au BIM parce qu'il avait peur que les projeteurs ou les ingénieurs se retrouvent un petit peu cantonnés chacun derrière son modeleur. Et il avait été très surpris au bout de quelques mois de voir que finalement derrière un écran il y avait 3 personnes pour justement discuter de ce qui se passait, de ce qui était analysé, etc. Nous on observe la même chose. Il y a 10 ou 15 ans, on disait on a 20 élèves, il faut 20 ordinateurs, il faut 20 écrans, pour que chacun puisse prendre une souris et agir. Aujourd'hui, on est passé dans un mode complètement différent où volontairement on dirait non, il en faut 1 pour 3. Parce que le mode de travail et de collaboration change complètement.
Anna, je pense il y a cette question, et vous pouvez y revenir à chacun de vous, mais cette notion de collaboration aussi entre entreprises et écoles, et éducation nationale ou autre, comment ça peut se construire? Parce que là, du coup, je pense que l'éducation nationale est très demandeuse sur cette notion de terrain. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, notamment dans Escale, par exemple, ou dans d'autres clusters, par rapport à cette question d'interaction ou de passerelle. Alors nous, en tant que cluster, ce qu'on a mené, en fait, c'est déjà de prendre des élèves en stage, des écoles d'Aquitaine, en fait. On les prend en stage. C'est des stages partagés entre nous, un cabinet d'architecture, entre nous, une entreprise. Donc l'étudiant, il reste une semaine chez nous, une semaine dans l'entreprise ou le cabinet d'architecture. Il se forme au BIM avec nous, il a les outils, et après il va en entreprise, il va en cabinet d'architecture, et là il va pouvoir montrer ce qu'il peut faire, un petit peu au moins, et il va donner cette curiosité à l'entreprise, à l'architecture, montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le BIM. Et de son côté, il peut s'enrichir des expériences réelles d'un cabinet d'architecture, à des vrais projets. Donc, dans ce côté-là, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Nous, on est content de former des étudiants au BIM et justement qu'eux, ils puissent travailler sur des projets réels de la vraie vie, pour dire ça comme ça. Donc ça, c'est une première réponse à la question. Et on est aussi convaincus que tout ce qui est concours étudiants, avec le BIM, ça marche très bien. Donc, on a organisé les 24 heures d'innovation l'année dernière, où on avait des étudiants d'Espagne et d'Aquitaine qui étaient réunis en équipe pluridisciplinaire et ils devaient travailler sur des projets BIM. Et ces projets BIM, ils étaient organisés avec des entreprises, si bien d'Aquitaine, de France et d'Espagne aussi. Donc c'était très enrichissant parce que du coup, ils ont appris à travailler ensemble, en anglais, en espagnol, en français, avec plusieurs outils, avec plusieurs façons de travailler. Et c'est quelque chose qui motive énormément. Donc c'est aussi par ce biais-là qu'on pourrait un peu stimuler un peu plus ce lien entre les entreprises, les architectes, les ingénieurs et la formation initiale. Cédric, Olivier, quelles sont les pistes pour vous dans ce cadre-là? Parce que l'un ne peut pas avancer sans l'autre, clairement. Je pense qu'effectivement, il y a réellement besoin de faire bouger un petit peu les lignes. Ici, on a au moins un ou deux professeurs qui pourraient valider. Quand les élèves ou les étudiants vont en stage, dans la majorité des cas, aujourd'hui, on leur dit le BIM, c'est trop tôt. Ça, c'est le discours officiel de beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai animé des réunions avec aussi des chefs d'entreprise pour essayer de voir si on devait mettre en place de nouvelles formations pour essayer d'impulser quelque chose. On m'a répondu, c'était il y a 2-3 mois, c'est encore un peu tôt, c'est la crise, attendons. Donc, rendez-vous dans 6 mois. Ça fait déjà 2 fois qu'on me fait le coup, donc ça fait déjà 1 an. Je pense qu'effectivement, il est important, il est urgent maintenant que le discours change un petit peu et que les enseignants, les collègues qui construisent leur plan de formation puissent entendre un autre discours que c'est trop tôt. Parce que pour former un prof, ça demande quand même pas mal d'heures. Souvent, c'est des heures passées le week-end et pendant ses vacances. Et donc, si le discours qu'il entend des entreprises, c'est trop tôt, il le fera plus tard, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans. Et je pense que maintenant, c'est plus trop tôt. Il faut vraiment... Je pense que les régions aussi ont un rôle important. Je ne sais pas s'il y a des représentants des collectivités locales ici, mais les régions étant à la tête du pilotage des cartes de formation professionnelle, des dotations en équipement, des lycées, etc., et puis peut-être à terme des collèges un jour, on ne sait pas trop, il est important aussi qu'ils puissent être aussi à la commande. Parce que par exemple, dans toutes les académies de France, vous avez des profs qui continuent à faire des formations pour des professionnels à AutoCAD, parce que c'est la demande d'entreprise. C'est-à-dire que les financements formation continue sont budgétisés sur des formations AutoCAD. Si aujourd'hui le besoin change, la formation changera de fait. Tu me disais aussi que dans un contexte d'éducation nationale un peu cristallisé avec la réforme du collège notamment, qui va mobiliser un certain nombre de financements pour cette réforme, il va en rester du coup beaucoup moins pour cette mise en place de formation des enseignants. Et que la région pouvait être ce levier justement, pouvait être un nouveau levier via, tu avais vu la signature entre l'AREF et... Oui, la semaine dernière, il y a une charte qui a été signée entre l'Association des régions de France, le ministère du Logement pour promouvoir la transition énergétique et la transition au numérique. Donc le volet numérique fait partie de ce plan-là, qui au total est budgétisé à hauteur de 50 millions d'euros. Le ministère de l'Éducation nationale a rencontré plusieurs fois Bertrand Delcambre pour essayer de voir comment on pouvait
participer à l'effort de formation qui est intégré dans le plan de transition numérique. Et on a une réunion qui est prévue au mois de juillet, justement, pour aborder le couplage entre la formation continue et la formation initiale. Tout à l'heure, le président de M. Drouin disait on va mettre tous les spécialistes, les architectes avec les économistes. Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas les étudiants en formation aussi. Olivier, là ça te concerne directement. Oui, mais l'histoire est un petit peu différente chez nous, puisque nos mastériens sont, comme on le disait, des professionnels en exercice, qui sont envoyés en formation par leur structure professionnelle ou qui se sont portés volontaires et pour la plupart ont attiré l'intérêt de ces structures. Et pour les quelques rares qui arrivent de leur propre initiative, nous leur faisons comprendre qu'il est nécessaire d'être dans un contexte professionnel pour que le rythme exécutif de ces formations, une semaine par mois, soit atteint, et que lorsqu'ils sont non pas à l'école avec nous, mais les 3 autres semaines, ils ne soient pas en posture de recherche d'emploi, mais d'être dans la vie active, et que cette alternance entre la vie active et l'école, c'est ça qui va nourrir les réflexions, les questions, ramener dans la vie active les théories ou les outils qu'on a pu voir à l'école, et vice-versa, poser à l'école, que ce soit aux intervenants ou aux autres mastériens, des questions issues de la pratique courante. À l'issue, là, ça fait donc 1 an. Prochaine promotion, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que c'est un premier galop d'essai finalement. Avec ces réflexions de formation courte, de formation initiale, de couplage formation initiale et continue, est-ce que pour toi ça ouvre de nouvelles perspectives aussi sur cette formation? Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle évolue? Oui, bien sûr. On cherche à la faire évoluer parce que on s'améliore à chaque fois, parce qu'on essaye d'être exhaustif, donc on voit que certains domaines ont été peut-être un peu trop peu traités faute de temps et qu'il faut les enrichir. On parle beaucoup de bâtiments, on parle un peu, et heureusement assez je pense, d'infrastructures, on parle peu des questions urbaines, et le lien entre le bâtiment et la ville devient d'actualité, il faut qu'on en traite davantage. Les questions autour des outils aussi, même si c'est vraiment pas le cœur de ce qu'on fait, doivent être mises en place. On estime que la plupart des candidats savent manipuler au moins assez bien les outils pour pratiquer les exercices d'atelier, mais on cherche quand même à mettre en place cette année à venir les moyens de donner des compléments ou des perfectionnements à ceux qui en auraient besoin, en liaison avec les éditeurs notamment. Donc à s'ouvrir à tous les différents champs, sachant qu'on est vraiment le grand écart entre les outils et des aspects de méthodologie à mettre en place, de protocoles, de plans d'exécution BIM ou d'autres, qui sont le cœur de la formation, et des aspects importants de gestion d'équipe, de gestion humaine, de résistance, de savoir gérer les résistances au changement ou les conflits, y compris lorsque ça se passe à distance à travers des outils numériques. Donc ce sont autant d'expériences qu'on cherche à développer parce que ce sont celles de la vraie vie. Lorsqu'on parle de formation à distance, c'est aussi bien un moyen pédagogique en tant que tel de disséminer de la formation que le fait d'appréhender des outils et de se dire là on est dans un contexte scolaire, demain ils seront dans un contexte professionnel à faire une réunion de synthèse sur un projet avec un architecte d'un côté, un économiste d'un autre et un ingénieur d'un troisième, avec et malgré les outils et les contingences techniques. Cédric, éducation nationale, formation professionnelle, il y a des pistes aussi? Il y a des choses qui se développent? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on parle du droit au retour en formation qui commence à être accompagné par une campagne de communication assez forte. L'idée qu'on puisse bénéficier d'un droit à une formation jusqu'à 26 ans. Donc on s'attend, alors c'est absolument impossible de prévoir ce qui va se passer, mais on s'attend peut-être à un retour ou à une demande de bénéficier de ce droit en formation. Mais en tout état de cause, les établissements type lycée, technologiques ou professionnels sont souvent, participent souvent à des groupements d'établissements, des GRETA, qui répondent à des commandes de formation de la part des collectivités. Je vous parlais tout à l'heure des formations AutoCAD qui se sont faites partout en France pendant des décennies. Effectivement, ces organismes de formation sont là pour répondre à des besoins économiques. Et là, en ce moment, on a effectivement une réflexion dans les rectorats sur la possibilité de répondre à la demande de formation continue sur le passage au numérique. Donc, qui est couplé avec la problématique de Bertrand Delcambre. Anna, ça n'a pas finalement une certaine résonance avec la demande du terrain, les organisations professionnelles et la partie terrain via le cluster, de dire quelles sont nos demandes en formation, première question. Et vous avez aussi un projet, je crois, sur ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des compétences 2.0, parce que quelque part, on est exactement là-dedans.
Oui, tout à fait. À travers le cluster, on se rend compte qu'en fait, on se rend compte que vraiment la formation maîtrise d'œuvre, elle commence à venir de plus en plus. Donc architecte, ingénieur, c'est la culture d'avoir un logiciel qui permet de faire du dessin 3D. Donc ça va venir petit à petit et on se rend compte qu'il y a des architectes, des ingénieurs qui ont utilisé des logiciels depuis très 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 longtemps. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire du BIM, par exemple. Donc, qu'ils en faisaient sans le savoir. Ou qu'ils en font sans le savoir. Donc on se rend compte que ça c'est un premier point, mais que pour les entreprises, on est encore très loin. En tout cas, on le sent avec nos adhérents, entreprises. Ils s'intéressent au BIM, c'est sûr, mais il n'y a pas assez de formation, en tout cas au local, pour pouvoir leur dire, bon, allez voir tel et tel centre de formation. Nous, on essaye de faire, comme je disais, de la sensibilisation. On n'est pas vraiment dans le mot formation en tant que tel. Donc, on fait de la sensibilisation pour les entreprises, ça c'est sûr, et pour la maîtrise d'ouvrage. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est très important d'en parler parce que la maîtrise d'ouvrage devait être celle qui est informée de tout ce qui se passe par rapport au BIM, celle qui va faire passer une commande BIM dans leur cahier de charge. Et normalement, c'est elle qui devait être en tête de pyramide pour pouvoir lancer des projets BIM. Et je pense que cette formation, elle est vraiment nécessaire pour la maîtrise d'ouvrage. Je pense que Luc Gigonnet, qui est de l'ITF, qui est au premier rang, est complètement d'accord avec cette partie-là sur les ingénieurs territoriaux de France. Et c'est quand même la condition sine qua non pour cette montée en compétences de tous les professionnels et de la maîtrise d'ouvrage gestionnaire. Mais ça répond à ce que disait Michel Droit de la FFB en disant pourquoi pas une formation FIBIM, enfin en rigolant il le disait, mais de répondre pour associer toutes les professions, parce que le BIM c'est pas qu'un acteur, c'est bien un ensemble. Mais déjà dans le FIBAT 6, je pense qu'il y a un nouveau module travail collaboratif. Donc ça montre déjà un réel intérêt pour traiter de ces sujets. Si bien que ce soit du travail collaboratif. Et le BIM, on va dire en deuxième plan. Mais c'est déjà un très bon début. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à apporter à ce débat sur la partie formation? Olivier, Anna, Cédric? Oui, Olivier. Oui. Les archis, non? Les archis sont en train s'y mettre comme les autres. Certains ont été précurseurs et d'autres ont un peu de mal à réaliser les enjeux. Une des choses qu'on essaye de faire passer à travers cette formation qui se veut complète et d'autres qui en seront des produits dérivés, d'imaginer que certains des modules du master, le module sur l'acquisition de données ou le module sur les aspects juridiques et contractuels par exemple, qui ont été créés spécialement pour le master et qui, je pense au dernier module monté avec deux avocates sur les aspects juridiques et contractuels, c'est sans doute les 2 premières journées entières consacrées au sujet, dont on sent qu'elles ont un potentiel extrême et intéresseront tout le monde parce qu'elles sont totalement transversales et dont on verra sans doute des dérivés, que ce soit sous forme de publication ou de formation courte avec ou sans certificat, à la limite, peu importe. Qui permettront de dire ce qui a été expérimenté ici se répand au plus grand nombre dans le cas de vraies formations en présentiel ou à distance. Il y a ces aspects-là. Et peut-être sur le fond, c'est d'aider aussi le public auquel on s'adresse à distinguer ces terminologies de maquette numérique, de BIM, de BIM manager ou d'autres, de lever ces ambiguïtés, de faire comprendre qu'il y a une évolution progressive. On essaye de faire comprendre à certains candidats qui viennent au master que si c'est uniquement pour apprendre à utiliser un logiciel 3D, c'est pas chez nous qu'il faut le faire, qu'il y a des tas d'autres endroits et que c'est pas ça l'enjeu, et que le BIM c'est bien davantage. Oui. Donc c'est tous ces éléments qu'on essaye de donner entre de l'apprentissage d'outils et de l'apprentissage d'une gestion de projet collaboratif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, sur la formation, les moyens, vous dites, sont manquants un peu à l'éducation nationale. Vous avez du mal à avoir des leviers. Les fédérations professionnelles et les entreprises sont demandeuses également. Pourquoi vous ne mettez pas en place des plateformes et des supports logistiques en partenariat au sein d'universités pour développer justement et permettre à chacun d'accéder à cette formation et puis aussi à cette novation numérique? Vous avez complètement raison et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à faire. En fait, c'est pas que les moyens manquent, c'est tout simplement que les effectifs à former sont importants. C'est-à-dire qu'on a fait une estimation, quand vous prenez toutes les filières du BTP sur toute la chaîne, je pense que si on arrive à 15% des enseignants capables de construire une pédagogie intelligente pour viser les bons objectifs, je pense que c'est un maximum. En fait, la difficulté, elle est plutôt sur le nombre.
On est en train de travailler justement, le ministère s'est doté d'une plateforme nationale pour toutes les disciplines, aussi bien l'anglais que les mathématiques, et on a en ce moment 70 enseignants dans 13 académies qui travaillent à la réflexion. En fait, l'idée, c'est de produire un parcours de formation sur différents niveaux, si vous voulez, hybride, avec une partie à distance, une partie en présentiel. Mais c'est de l'ingénierie en fait de pédagogie numérique. Et donc, on est en train de chercher justement des professeurs capables de gérer ce projet. Et c'est tout récent puisque les journées de séminaire dont je vous ai parlé se sont déroulées au mois de décembre, introduites par Bertrand Delcambre. Donc maintenant, on est au mois de juin. On a réuni maintenant un panel de professeurs qui permettent de générer de la dynamique. Et on est en train de structurer cette plateforme. Et cette plateforme a été présentée justement par l'inspection générale à Bertrand Delcambre. Et c'est justement le sujet de la réflexion qu'on a en ce moment. Elle n'est pas encore opérationnelle, donc on ne peut pas tout de suite l'ouvrir, mais ce serait l'idée, voilà. Et juste pour revenir, effectivement, quand je vous disais que j'avais essayé de sensibiliser les acteurs, j'ai fait aussi des réunions avec des écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a les mêmes problématiques, si vous voulez, comment développer les mêmes compétences, et l'idée, c'est bien qu'on puisse travailler en réseau. Les formateurs, il faut bien les chercher, oui, effectivement. Moi, j'en ai une. Tu parlais, Olivier, mais vous pouvez répondre tous les trois, de BIM Manager. Nombre de questions où on a, mais où est-ce que je peux me former pour être BIM Manager? Et c'est quoi le BIM Manager? Et je pense qu'on a un Pierre Mitte qui est très à cheval sur ça, en parlant de management du BIM. Mais la question, elle est quand même là, parce que personnellement, moi, je commence à passer des mails avec des signatures, BIM Expert, BIM Manager. C'est quoi? Oui, ça, on verra ce qu'il en sort, effectivement. On espère aussi que ces formations, et notamment notre master spécialisé BIM, aideront avec d'autres à définir des référentiels de vocabulaire, de profil, de formation, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierre Mitte et pas mal d'autres actuellement pour récuser ce terme et ce profil de BIM Manager, en tout cas en tant que tel, en disant pour nous, quelqu'un qui se dirait BIM Manager ex nihilo, qui s'asserait autour de la table parmi les autres acteurs avec un rôle nouveau qu'il imposerait aux uns et aux autres, serait récusé par tous. Y compris d'ailleurs peut-être par les assurances, parce qu'on ne saurait pas quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités. Que des gens soient architectes, virgule BIM Manager, économistes, virgule BIM Manager, ou BIM Manager dans une agence, dans un bureau d'études d'ingénieur ou un bureau d'études de synthèse, ça se comprend parfaitement, c'est un rôle technique. Donc, comme pour beaucoup d'autres choses, nous pensons que BIM Manager ou personne compétente sur le management de BIM d'un projet est un rôle et une fonction et non pas un métier qui sera assuré par l'un ou par l'autre, ou qu'on aura très vraisemblablement des gens en charge de ces questions-là. Donc peut-être BIM Manager, mais avec des petites lettres et des guillemets au sein de chaque équipe pour organiser le travail en interne et avec les autres en face, et qu'il y aura une personne ou une structure amenée à s'occuper du BIM management global du projet, parce que ça c'est de la gestion de projet, et que cette personne, telle qu'on les voit actuellement, seront soit du côté de la maîtrise d'ouvrage intégrée ou assistant maîtrise d'ouvrage, ou l'un des acteurs qui dira « j'assure cette fonction en plus du reste », à rapprocher d'une certaine façon d'un mandataire d'équipe de maîtrise d'œuvre ou d'autres. Mais en tout cas, sans doute pas d'une personne autonome qui viendrait de façon péremptoire dire à chacun ce qu'il doit faire, sans être lui-même un acteur de la construction. Et finalement, avec la formation qui est faite avec le master, est-ce que ça n'en déduit pas une grille de compétences, première question, dans laquelle on aurait un minimum de visibilité, et du coup, notamment sur les maîtres d'ouvrage qui passent des contrats et qui ont des soumissionnaires, première question. Et du coup, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur une notion de certification ? Alors, le diplôme en tiendra lieu d'une certaine façon, ou du moins on dira ce sont des gens qui ont suivi un certain nombre de parcours de formation, à la fois techniques sur les outils en tant que tels, sur les plateformes, sur les méthodes de travail, sur les aspects juridiques que j'évoquais, et c'est tout ça qui va constituer ce profil. Et ensuite, sans doute selon les contextes, ces personnes-là seront amenées soit à se limiter à la mise en place de protocoles et de conventions, les décrire en amont ou d'écrire des cahiers des charges, s'assurer qu'ils sont suivis par les uns par les autres, ou à mettre les mains dans le cambouis et à être la personne qui fabrique le modèle ou fait la synthèse ou alerte les uns et les autres sur des problèmes.
J'ai l'impression que ça, on ne sait pas encore. Mais d'une certaine façon, quelle est la définition exacte d'un architecte ou d'un économiste? Là aussi, c'est très large. Chacun a la sienne et chaque contexte impose sa propre définition. On a plutôt tendance à essayer de décrire ce que ce n'est pas ou ce que ça ne doit pas être pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste si je peux compléter Très bien. un peu avec mon avis par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier. Et dans ces temps où on parle beaucoup de BIM, le BIM c'est nouveau pour tous, le BIM c'est une nouvelle manière de gérer un projet, je pense que c'est fondamental que le BIM manager ait un rôle d'animation, c'est-à-dire un rôle qui va encourager l'équipe pour justement commencer avec le BIM petit à petit et que cette personne-là, elle soit motrice durant tout le projet. Parce que s'il y a des projets, au tout début, il y a le BIM manager qui dit « bon, j'en ai marre, je vais arrêter là », ça ne va pas du tout. Donc je pense qu'il y a aussi un volet animation, encouragement pour justement les premiers projets BIM. Je pense que c'est indispensable. Ça me permet de rebondir sur un de mes dadas qui explique ce rôle. J'ai découvert il y a quelques années, grâce à ma présence dans un jury en école d'architecture, donc c'est aussi bien de faire partie, de lire ce que font les candidats, le processus de conception intégrée canadien, qui est une méthode de travail collaborative qui existe depuis des années, à travers laquelle les différents acteurs du projet, architectes, ingénieurs, économistes, maîtres d'ouvrage, représentants des usagers, se réunissent de façon régulière dans des journées de travail pour travailler ensemble sur un projet. Ils ne parlent pas du tout d'outils, de plateformes ou d'autres, c'est un travail collaboratif. On se rend compte en lisant leurs documents et leur façon de faire que la bonne façon aujourd'hui de mettre ça en œuvre, c'est à travers une maquette numérique, le BIM, etc., sans que ce soit mentionné. Donc c'est une conclusion ou un moyen de cette méthode, mais ce n'en est pas ce qui l'initie. Et ce qu'on pourrait rapprocher du rôle de BIM manager, et ce que tu décrivais, c'est ça qui m'y fait penser, c'est que la personne qui chez eux est chargée d'animer et d'organiser ces journées de travail s'appelle un facilitateur. Outre le fait que ce terme est assez joli, c'est quelqu'un qui vient aider tous les autres à travailler ensemble, qui est une sorte d'animateur, un peu comme toi à l'instant, de Monsieur Loyal, qui aide à ce que les différents acteurs travaillent de façon efficace ensemble. Et autre petit clin d'œil, ces journées de travail tout à fait organisées et sereines, chez eux, s'appellent des charrettes, donc sont très, très éloignées de celles qu'on connaît. Donc si au Canada, on dit qu'on va participer à une charrette, c'est un processus parfaitement régulé, et louable et vertueux, assez à l'inverse de celle qu'on connaît ici, qui signifie du stress pour rattraper le temps perdu, tant bien que mal. Merci. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est formation, il y a aussi 2 journées qui sont spécialisées, qui s'appellent EduBIM, qui ont lieu le 16 et le 17 juin à Caen, qui sont organisées par le SITC. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle MIND, qui est un projet national, qui rentre bien dans j'allais dire les axes directeurs de Bertrand Delcambre. Et c'est justement intéressant, et la France y est représentée, parce qu'il y a un croisement des formations au BIM dans plusieurs pays. Le but étant de regarder qu'est-ce qui se passe à l'étranger, de voir quels pourraient être des troncs communs, par exemple. Et l'idée aussi est de savoir quelles sont les demandes des professionnels sur la partie formation, dont les économistes font bien sûr partie. Voilà, donc c'était, je pense, aussi intéressant d'avoir ce parallèle. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, je vous remercie et je remercie les intervenants de cette table ronde et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.